Très bien. Bienvenue dans cette table ronde que nous avons appelée table ronde conclusive et qui est centrée sur le rôle des DRH en matière de promotion de la diversité et de la cohésion sociale. Donc cette table ronde est le dernier format de notre journée consacré effectivement au thème de l'inclusion, l'égalité et la diversité. Nous accueillons 3 intervenants, dont 2 d'ores et déjà maintenant 15h35. Donc Gaël Galland, qui est DGA, on va dire RH modernisation au conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Et Pascal Bernard, vous êtes bien là, monsieur Bernard? Oui, j'essaie de mettre la caméra, mais bon. Bon, pour l'instant, on l'a pas, mais on entend, c'est déjà ça. Qui est DRH des ministères sociaux. Et à 16h, Mariam Katab nous rejoindra et qui est directrice générale de Mosaïque RH. Voilà. Alors, cette table ronde, j'ai le plaisir de l'animer avec Aline Ridet, qui est adjointe à la DGA RH de la région Île-de-France. Alors, on est parti, en fait, vous allez dire qu'on est peut-être, on a peut-être devancé le sujet parce qu'on a dit le rôle de la DRH en matière de promotion de la diversité. Mais est-ce que cela va de soi, d'ailleurs, que le DRH soit véritablement un acteur impliqué et actif de la diversité? Peut-être pas. Enfin, je ne pense pas que nos 2 intervenantes de l'après-midi nous contredisent. Hein. Ce qui nous intéressera aussi, c'est de savoir comment ils s'emparent de ce sujet, selon quelle modalité, de savoir aussi comment ils embarquent l'ensemble du corps social avec eux. On sait tous que la DRH a un rôle fondamental, mais que si elle travaille seule, les résultats ne sont pas à la hauteur de ses objectifs et de ses attentes. Et c'est pour ça que nous allons donc bombarder 2 questions, Pascal Bernard et Gaël Galland, sur ces sujets. Alors, je laisse la parole à Mathilde. Je reprendrai tout à l'heure les questions à 16h. Aline, allez-y Aline. D'accord, merci Anne. Bon, très bien, donc on va commencer déjà pour une question autour du sens de la diversité, parce que ça me paraît important de commencer par définir quel sens donnez-vous à la diversité chacun. Peut-être Gaël Galland pour commencer. Oui, bonjour à toutes, à tous. Écoutez, moi j'ai une vision extrêmement large de la diversité parce que je crois que si on reste dans des visions extrêmement étroites, on prend des risques de culpabiliser tout le monde. Moi, je vois deux écueils dans les visions étroites. C'est que si on en reste à des normes juridiques, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de groupes protégés, j'ai envie de dire, dans la population, protégés par la réglementation, et qu'on ne se base que sur ce sujet-là, on risque déjà de stigmatiser, à mon avis, ces groupes-là, de les assigner en quelque sorte à résidence et de décourager tout le monde. Le deuxième risque d'une vision étroite, c'est d'être, j'ai envie de dire, dans l'impératif moral. C'est mal d'être injuste, inégal, et on peut avoir différentes facettes que sont le militantisme ou la compassion qui pour moi sont également là un autre travers possible d'une vision trop étroite de la diversité où je pense qu'à la fois on ne convaincra personne qu'il faut y aller et en plus ce ne sera pas du tout efficace. Donc moi j'aurais une vision extrêmement large de la diversité. J'ai envie de dire que pour moi la diversité c'est d'avoir une politique RH, puisque c'est ce dont on parle, et managériale qui met l'humain au centre. Parce que l'humain c'est précisément ce qui est divers et ce qui ne rentre pas dans les cases. Donc c'est comme ça qu'on crée du bien-être, qu'on laisse la place aux sensibilités, qu'on organise l'égalité des chances. Donc moi je partirais sur une vision très large. Très bien. Et vous, Pascal Bernard, quelle est votre vision, quelle est votre définition de la diversité? Ou le sens que vous lui donnez peut-être? Ok, donc bonjour, ma vision elle n'est pas top parce que j'essaie de me battre avec la caméra, mais tant pis, je vous parle. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Je dirais que ma vision, pour moi, c'est naturel. Je crois que d'abord, je ne sais pas si vous adressez à la bonne personne parce que j'étais à la diversité, on est un peu tombé dedans assez longtemps puisque en tant que vice-président de la NDRH, moi j'ai créé le label diversité
en 2008, hein, c'est ça, et on est heureux de voir que maintenant, beaucoup de grandes collectivités, de grands groupes, etc., se font labelliser diversité. Donc on a vraiment été des militants du début, on avait signé des accords diversité en 2005, où on était déjà sur l'égalité parfaite entre les couples hétéros ou homoparentaux. Donc voilà. Pour moi, ça me paraît vraiment naturel. Et quand on me dit est-ce que vous mettez de la diversité dans vos politiques RH et pourquoi, je retourne la question en disant est-ce que vous me demandez-moi pourquoi est-ce que j'essaie de mettre de l'honnêteté, de la sincérité, de la transparence dans les politiques RH. Je crois que ça revient exactement au même. Je crois qu'il faut que l'entreprise reflète la société, c'est clair. Que la diversité, je suis d'accord avec la collègue, hein, c'est pas on va pas être dans le moral, dans le normatif, etc. Non, ça doit être naturel. Et je crois que la diversité, c'est évident que c'est l'éthique de base, simplement. C'est source de performance, ça c'est évident, parce que c'est pas avec des équipes de clones que on arrive à trouver des idées nouvelles et à s'adapter à des situations complexes qui changent tout le temps. Comme la situation actuelle nous le montre un peu cruellement. Donc pour moi, ça doit plus être en question et plus être en débat, même si ça allait encore, c'est pas très grave. Bon, il faut être plus sur on est plus maintenant sur le comment. Et ça me paraît essentiel. Et d'ailleurs, la diversité, il faut pas la réduire à telle dimension. Je pense qu'on est tous, chacun, porteur d'une forme ou plusieurs formes de diversité. Hein. Bon. Moi, je suis coureur de marathon, je fais partie des dingues qui se lèvent tous les matins pour courir 10 km. Est-ce que c'est bien normal par rapport non, j'en sais rien. Donc voilà, je crois que là-dessus, il faut y aller de manière décomplexée. La diversité, on la porte tous en nous. Il y a des diversités qui sont plus difficiles à porter que d'autres, ça c'est clair. Mais c'est à partir de là qu'il faut travailler. Voilà, donc pour moi, c'est indispensable. C'est un peu comme l'air qu'on respire. Mais alors du coup, j'allais vous demander pourquoi c'est un enjeu, pourquoi c'est un sujet stratégique, mais finalement, vous dites, vous ne posez même plus la question, quoi. Si, c'est un enjeu parce qu'on est quand même dans une société qui est encore très normée. Nos administrations et nos entreprises, en moyenne, fonctionnent encore beaucoup sur des stéréotypes, ça il faut quand même se le dire, et que même si ça bouge pas mal depuis quelque temps, et qu'il y a me semble-t-il, plutôt une dynamique positive d'enclencher, on est quand même plutôt à mi-marathon qu'à la fin. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire pour parfaire tous nos process de RH. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais également, pour travailler sur la culture managériale, sur la notion d'appartenance, d'exclusion de tout communautarisme. Ça me paraît très important parce que sinon on est mal. Et puis moi, je voudrais insister, il y a toujours un mot qui m'a heurté. Surtout, on l'entendait beaucoup pendant un moment dans les débats sur la diversité, et à chaque fois ça me faisait bondir, c'est le mot de tolérance. Il faut avoir une politique de tolérance. Ça veut dire quoi? La tolérance, ça veut rien dire. Ça veut dire, moi je préfère le mot de respect. Tolérance veut dire qu'on appartient à une communauté qui domine les autres et qui est tolérante parce qu'elle est bien bonne, etc., avec celles qui ne sont pas dans son giron. Moi, je préfère le mot de respect, hein, en considérant que il y a différentes cultures, il y a différentes approches qui peuvent être complémentaires et il faut respecter ce que chacun peut apporter à l'autre. Donc voilà, le mot tolérant, je suis pas tolérant avec ce mot, mais je pense qu'il faut plus être dans une notion de respect et d'inclusion. D'accord. Et vous, Gaëlle, alors peut-être plus spécifiquement au Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, en quoi c'est un enjeu pour vous? En quoi c'est un sujet stratégique de travailler sur la diversité? Pour moi, on est précisément sur un sujet stratégique parce qu'il permet d'allier à la fois des valeurs qui sont bonnes et un intérêt. Donc, c'est tout bon, c'est bien et c'est bon, donc on y a un intérêt stratégique à y aller. Blague à part, pour moi, ce qui est très, très important, c'est que la diversité est au cœur, en fait, du projet managérial du département. Je vois 3 facettes, moi, là-dessus, même si c'est pas forcément toujours comme ça, on y reviendra qu'on le gère au quotidien, en quelque sorte. Mais c'est quoi les 3 facettes de notre projet managérial? C'est être capable d'attirer des talents,
Et ça, pour attirer des talents, ça veut dire un travail sur la marque employeur, sur notre image externe, sur notre ancrage local, sur des valeurs qui puissent attirer les talents pour venir. Et évidemment, les valeurs de la diversité au sens large, comme je vous l'ai indiqué, contribuent à attirer des talents. Le deuxième aspect auquel contribue la diversité, c'est la qualité de vie au travail. C'est-à-dire que globalement, pour tous les agents au sein du département, on donne le signal qu'ils seront traités équitablement, qu'on est vigilant aux risques psychosociaux. Et tout ça, ça développe une fierté d'appartenance, ça développe de la loyauté à l'organisation. Donc, ça fidélise pour nous les agents. Donc, c'est encore une fois bon. Et la troisième facette du projet managérial auquel contribue la diversité, c'est la performance. C'est-à-dire que, comme l'a dit un peu Monsieur Bernard, avoir des équipes qui ressemblent à nos habitants, à nos usagers, des équipes qui sont diverses, c'est comme ça qu'on va faire de l'innovation et finalement on va réussir. Donc voilà un peu les trois facettes que moi je mets derrière notre projet managérial et qu'on entend derrière diversité. Ok, il faut que je mette mon masque. D'accord, ok. Et alors, du coup, si on continue, Gaëlle, la politique RH de la diversité, est-ce qu'elle doit être explicite? Comment on doit modifier ou impacter la politique RH pour pouvoir intégrer cette dimension? Effectivement, si on veut faire de la diversité, il faut impacter tous les processus RH, j'ai envie de vous dire. Ça va toucher tous les processus, quels qu'ils soient. Et le deuxième chose qui est indispensable, c'est d'avoir un pilotage fort. Pilotage fort, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en capacité d'infuser, de diffuser, de donner de l'élan dans toute la collectivité. Donc, on martèle les formations, on inscrit à l'agenda managérial. Enfin, voilà, on est en capacité d'avoir un portage. Vraiment, vous m'interrogez sur les processus de gestion RH. Moi, j'ai envie d'insister d'abord sur le moment pour moi essentiel de la politique de diversité, qui est le moment du recrutement. C'est vraiment un moment essentiel, alors recrutement interne ou externe, mais ça me paraît être, en tout cas, pour commencer, un moment absolument essentiel. Pour le dire un peu bref, il y a une façon très simple de convaincre, qui était une des questions les élus d'aller sur ce sujet-là, c'est qu'il y a une forme d'irrationalité dans le recrutement discriminant. C'est-à-dire que si on discrimine, on ne recrutera pas les meilleurs. Et je trouve que ça parle tout de suite, ça dit tout de suite. Et qu'est-ce que ça veut dire recruter les meilleurs? Ça veut dire recruter sur la motivation, recruter sur la personnalité, sur l'agilité, sur le potentiel. Si je suis encore plus concrète, comment on fait ça? Moi, on a un volet, nous, au département interne, qui est sur la gestion ce qu'on peut appeler les viviers, même si c'est peut-être pas forcément un mot toujours très joli, c'est-à-dire globalement sur le fait de permettre aux publics qui ont tendance à se structurer, quel qu'il soit, de postuler, de se sentir légitime à postuler, qu'on n'est pas toujours les mêmes en interne qui postulent sur les postes les plus prestigieux, les plus... Donc, ça peut être, quand je dis les publics qui ont tendance à s'auto-censurer, ça peut être toute raison. Hein. Ça peut être des raisons d'âge, des raisons médicales, des raisons de genre, des raisons de parcours universitaire, des raisons Enfin, voilà, c'est vraiment... On constate de l'autocensure, on voit bien dans les candidats internes qu'on n'a pas une représentation exacte de ceux qui auraient la légitimité pour postuler. Donc, ça veut dire promouvoir une logique de vivier en interne, pour aussi promouvoir des parcours ascendants. Je parlais tout à l'heure de difficultés de recrutement, ça peut être un des leviers. Et je pense qu'il y a également, évidemment, un volet externe au recrutement non discriminant, c'est-à-dire veiller, moi je crois beaucoup au binôme DRH et direction opérationnelle dans les recrutements pour ne pas juger les candidats que sur leurs compétences techniques. Il faut avoir fait telle formation, il faut avoir travaillé dans tel endroit, mais regarder tout ce qui va être personnalité, valeur, et ça, c'est la DRH qui peut le porter. Regarder les profils avec un autre regard et concevoir des équipes du coup plus diverses. Voilà, moi je voulais insister, on y reviendra peut-être sur d'autres process, mais le recrutement me paraît être un moment vraiment essentiel parce qu'il ouvre des places, des perspectives pour chacun des agents. Donc vous l'avez intégré au niveau de plusieurs processus RH, dont principalement le recrutement. Et vous, Pascal Bernard, comment vous avez impacté votre politique RH pour intégrer également à tous les niveaux, donc je ne vais pas insister sur le recrutement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Donc, parmi les autres champs que je développerai, il y a l'évaluation. Je pense qu'il est important
de bien montrer que la diversité, c'est pas une politique qui se résume au niveau du discours, mais qu'elle doit imprégner chacun de nos actes de management. Et en particulier, nous, on a mis dans l'évaluation des managers un objectif où chaque année, ils doivent rendre compte de ce qu'ils ont fait pour favoriser la diversité. Cette année, vous avez fait favoriser la diversité, la prévention des discriminations dans vos organisations, dans vos services. Quoi, comment, avec qui et quels résultats ça a donné. Et ça, moi, je l'ai mis en œuvre aussi bien dans les boîtes privées dans lesquelles j'étais que maintenant au sein du service public. Et à condition, effectivement, de former au préalable les managers, d'expliquer le sens de tout ça, on s'aperçoit que ça donne des résultats assez précis. Et effectivement, le recrutement, c'est essentiel. À la Poste, on avait lancé des recrues. J'étais directeur d'innovation sociale. On avait lancé le recrutement sans CV, ce que fait maintenant Pôle emploi avec les MRS, avec du sourcing, faire comprendre aux gens qui ne doivent rien s'interdire. Ça, c'est hyper important. Donc, il est clair qu'on a en France une culture encore beaucoup trop axée sur le diplôme, au détriment de l'expérience et des potentiels qu'on pourrait réaliser. Donc là, au niveau des épreuves, des jurys, des modalités de sourcing, de sélection et de recrutement, il y a un travail très important à faire. Et puis, nous, DRH, on a aussi, l'obligation de mesurer que la diversité, elle se fait aussi au niveau de l'évolution professionnelle. Comment, dans nos politiques de promotion, on garantit que on va bien promouvoir, fondé sur les résultats qu'ils obtiennent, des profils très diversifiés et pas forcément les gens qui ont suivi la filière réputée comme d'excellence, etc. Donc ça, c'est vraiment un travail de tous les jours. Et un quatrième axe aussi, c'est la culture managériale. Je crois que on a rendu nous obligatoire à tout dans les cursus d'accueil, cursus prise de poste, tant des managers que des agents, donc un parcours avec compétences métiers. Et maintenant, on a ajouté des modules managériaux où la diversité et l'égalité femmes-hommes a une grande part, avec des exemples et des mises en situation d'immersion, des cas pratiques, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Et ce qui est pas mal aussi, c'est de communiquer sur les résultats. Est-ce que ce que je mets en place produit des résultats ou pas, est-ce qu'il faut que je mette en place des actions correctives? Dans quel domaine j'ai atteint mes objectifs, etc., etc. Ça me paraît, moi, très, très, très important. D'accord, un retour. Je vous propose peut-être de prendre une question, parce qu'on a une question d'un participant dans le chat, alors qui dit agilité, personnalité, est-ce que cela ne laisse pas une part importante aussi au feeling? Donc peut-être un espèce d'arbitraire, si je décode la question. Gaëlle, je vous vois sourire, vous voulez répondre? Eh oui, mais j'ai envie de vous dire, c'est plus risqué, c'est plus exigeant, effectivement. C'est plus simple de recruter, de dire je prendrai qu'une personne, ça se voit sur le CV, il n'y a peut-être même pas besoin de la recevoir, la personne en recrutement. On va voir qu'elle a fait tel diplôme, elle est passée par là. Moi, je crois qu'il faut assumer la part de feeling. Évidemment, après, on est des professionnels des ressources humaines, voilà, mais le feeling, pour moi, je ne le prends pas négativement. Est-ce que tous les matins, si je suis un encadrant, j'ai envie de travailler avec cette personne-là ou pas? Ça compte aussi. Est-ce que dans l'équipe, cette personne-là, elle va apporter quelque chose de différent? Oui, il y a une partie d'irrationnel, on peut se tromper, du coup. C'est peut-être ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, avec la diversité, on peut se tromper. Mais on peut aussi aller plus loin. On peut peut-être faire mieux, on peut peut-être faire plus intelligent, et c'est ce pari-là qu'on fait. Alors après, au-delà de la boutade, mais c'est plus que ça, parce que j'y crois sur le fond. Il faut évidemment, et je crois que M. Bernard vient de le dire, mettre en place des process. Tout ça, ça se procédure, ça s'outille, ça s'objective. Vous parliez, M. Bernard, je crois, à l'instant des études régulières. C'est vite des sujets, et notamment le recrutement, qui peuvent être passionnels, qui peuvent être idéologiques, qui peuvent être effectivement instrumentalisés. Donc, effectivement, derrière ce que je vous dis là, un peu sous forme provocatrice, il faut des processus un peu objectifs. Mais je pense qu'il faut qu'on se laisse tous une part, effectivement, peut-être d'irrationnel dans les recrutements. Oui.
Et vous, Pascal Bernard, quel est votre avis et peut-être votre expérience de la question? Moi, j'ai jamais fait partie de ceux qui pensaient que le rationnel total existait, était possible et était souhaitable. Donc, la part d'irrationnel, elle est partout. Faut l'assumer et elle n'est pas plus dans les recrutements qui veulent favoriser la diversité avec des méthodes un peu innovantes que dans les méthodes qu'on utilisait tous dans les années 90 et qui étaient ou 2000 qui étaient soi-disant les plus rationnelles, normées possibles. Donc là-dessus, moi, ça ne me pose aucun problème. Bien sûr que quand on fait un recrutement, quelle que soit la méthode et l'objectif qu'on a, on fait un pari. Maintenant, c'est à nous de l'assumer. Moi, il y a un aspect qui me paraît important, qui rejoint la diversité, c'est quand je recrute, toujours bien penser, est-ce que cette personne-là va compléter l'équipe? Est-ce que elle va enrichir la palette de l'équipe? Donc, ou plutôt essayer me semble-t-il, bâtir des équipes faites de personnalités complémentaires qui vont s'apporter les unes aux autres et qui vont pas jouer toutes sur le même terrain. D'autant plus que, on sait bien maintenant que on est quand même confronté à des évolutions de plus en plus rapides, de plus en plus compliquées et de plus en plus fréquentes. Je me souviens au début des années 2000, le grand trip des DRH, c'était de faire des GPEC à 15 ans. Là, dites à un DRH de bâtir une GPEC à 15 ans, s'il vous dit oui, vous pouvez le virer, parce que il a juste pas compris ou elle a juste pas compris les enjeux. Je crois qu'on navigue beaucoup plus à vue, faut l'assumer. Ça n'empêche pas d'avoir un sens global, pas perdre le sens, mais on doit être beaucoup plus pragmatique. Moi, à ce sujet-là, il y a une phrase que j'aime bien, c'est celle d'MC Solar, c'est une de ses chansons, je ne sais plus laquelle, quand il vous dit le contexte est toujours plus fort que le concept. Et ça, pour moi, ça se résume vraiment au pragmatisme et qu'on doit faire régner aussi en matière de diversité. Oui, parce que en fait, je ne sais pas si c'est toujours la même personne, mais dans le chat, il y a toujours aussi finalement le feeling. Alors, je ne sais pas si on recrute tellement au feeling finalement. Est-ce que c'est pas propice à l'émergence de stéréotypes? On essaye d'échapper aux stéréotypes, mais finalement, avec des méthodes plus agiles, est-ce qu'on ne retombe pas plus facilement dans des stéréotypes parce qu'on est moins cadré finalement? Alors, je ne sais pas, j'interprète la question. Qu'est-ce que vous en pensez, Gaëlle? Non, mais effectivement, tous on a nos présupposés, nos stéréotypes, donc il faut travailler évidemment sur soi, sur ces sujets-là. Moi, j'ai envie de vous dire à titre un peu provocateur, mais par exemple les quotas, s'il y en avait ou comme ça existe dans les pays anglo-saxons, sont aussi basés probablement sur, ou peuvent enfermer dans des stéréotypes également. C'est justement en poussant sur des méthodes presque plus rationnelles, je me demande si c'est pas là qu'on engendre plus de stéréotypes en quelque sorte. Je le dis de façon un peu provocatrice, mais il y a quelque chose de cet ordre-là où je me dis peut-être que faisons confiance aussi à l'humain. Effectivement, je vois dans le chat à la collégialité des jurys, c'est-à-dire qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir des visions différentes. Voilà, donc moi, j'assume. Très bien. Un point de vue complémentaire, M. Bernard? Oui, non, mais parfaitement d'accord. Je crois que effectivement, c'est pas parce qu'on pense avoir des méthodes hyper rationnelles, etc. Toute logique poussée à l'extrême, ça vous donne la folie totale. Donc, à la limite, si on veut être dans la rationalité la plus parfaite, il n'y a plus besoin de l'humain. C'est le charme de l'humain quand même. Bien sûr. L'important, c'est pas tellement de vouloir réussir tout de suite du premier coup, c'est surtout de se dire, voilà, j'ai pris cette décision-là et d'évaluer les résultats de sa décision au fil de l'eau pour pouvoir corriger le tir. Je crois que c'est à mon avis le principe même de toute action un peu innovante. Si on cherche à être parfait du premier coup, on reste sur la ligne de départ parce qu'on n'aura jamais réuni toutes les conditions. On y va, on peut se tromper, il faut être conscient qu'on peut se tromper et rester vigilant pour corriger le tir. Et ça vaut pour tous les process, ça vaut pas que pour le recrutement. On est vraiment en test and learn là-dessus. Peut-être si je peux rajouter, je pense que c'est des sujets au-delà, là on est parti sur le recrutement, mais au-delà même du sujet du recrutement, qui nécessite quand même beaucoup je disais tout à l'heure, de dépassionner, de désidéologiser, mais il faut vraiment faire des études de fond, il faut avoir de la matière grise, j'ai envie de dire, sur ces sujets-là, justement parce qu'ils sont compliqués.
Au département de la Seine-Saint-Denis, on a une équipe dédiée de 5 personnes sur ce sujet-là qui s'appelle la mission égalité-diversité, qui produit un certain nombre d'études. Alors, selon les cas, soit sur les process, le respect des process. Donc là, on est vraiment dans une vision label, puisqu'on est labellisé égalité femmes-hommes, diversité. Donc, est-ce que nos process sont conformes? Donc là, on revient sur des sujets plutôt de rationalité. On a des études sur le résultat, l'atteinte des résultats. Est-ce que, même si on assure qu'on respecte les process, mais ensuite regardons un petit peu si les résultats sont bons, et des études sur le ressenti. Et j'ai envie de dire, c'est l'alignement des 3 planètes et l'objectivation par ces 3 volets qui permet de savoir si on est bon, j'ai envie de dire, sur ces sujets-là. Au-delà du coup par coup, j'ai envie de dire, ou parce que finalement, le recrutement, comme le disait Monsieur Bernard, c'est un pari à chaque fois. Mais au-delà de ça, en politique de fond RH, est-ce que les planètes sont bonnes et sont alignées? Est-ce qu'on va dans le bon sens? D'accord. Anne, peut-être vous avez peut-être une question pour répondre. Alors, oui, enfin une question et puis en fait oui vraiment une interrogation parce que moi je suis un petit peu déboussolée en vous entendant Pascal Bernard et Gaël Galland parce que quand je lis un certain nombre de statistiques, je vois par exemple une étude de la plateforme PassMotion qui dit 98% des entreprises affirment mener des politiques pro-diversité, or seul un quart des collaborateurs le ressentent comme tel. Alors, est-ce que les ministères sociaux et le département de Seine-Saint-Denis sont particulièrement exemplaires et non représentatifs du coup des entreprises et collectivités françaises ou est-ce que vraiment vos collègues sont complètement à la traîne et n'ont rien compris et pourquoi d'ailleurs selon vous à la nécessité comme le dit Pascal Bernard que l'égalité et la diversité c'est naturel en fait. Oui, alors 98% affirment mener des politiques de diversité. Oui, ça, bon, il y a beaucoup de, ce qui m'étonne, c'est que c'est pas 100%. C'est-à-dire qu'il y en a 2% qui ont le courage de dire, bah non, moi la diversité, je passe mon chemin. C'est pas mal déjà, comme au moins on affirme quelque chose. Non, je crois qu'il y a un énorme décalage. Ça, il faut pas le nier entre le discours et les actes. Ça, c'est sûr. Voilà, il y en a peut-être 98% qui le disent. S'il y en a 40% qui le font réellement, c'est déjà pas mal. Et maintenant, parmi les 40% qui le font réellement, combien il y en a qui embarquent leurs collaborateurs et qui ont une communication proactive qui est aussi remontante et pas simplement que descendante et qui mène une politique diversité qui rend acteurs toutes les équipes, ça, il y en a encore moins. Donc finalement, qu'il y ait une déperdition entre ceux qui disent, ensuite ceux qui font réellement, et puis ceux qui savent expliquer, et puis ceux qui savent impliquer, oui, il y a une déperdition en ligne. Donc moi, je veux dire, ce chiffre ne m'étonne pas tellement, parce que c'est vrai que c'est pas facile de faire réellement, c'est pas facile d'embarquer, de rendre tous les gens acteurs de politique de ressources humaines, que ce soit des politiques de diversité ou autres. Et ça, c'est un travail, je dirais, de militantisme professionnel, souvent de bâtir des actions. C'est toujours plus difficile de bâtir des actions qui partent du terrain. Donc, ça prend plus de temps. Plutôt que de bâtir une action un peu top-down, comme ça, qui vont plus vite, c'est vrai, mais qui laisse de côté pas mal de collaborateurs et d'équipes. Donc, je crois que là-dessus, nous, les directions, il faut qu'on prenne en compte le fait que nos politiques ne seront bien ressenties que si elles répondent aux réalités du terrain et aux problèmes du terrain. Je crois que là-dessus, c'est comme en innovation, 80% des bonnes initiatives, des idées intéressantes viennent de la base. Oui. Et je crois que pour afficher des résultats, pour vouloir apparaître dans le trend, dans la mouvance, il y a peut-être beaucoup de boîtes, je ne leur jette pas la pierre, qui ont voulu mettre en place vite une affirmation forte de politique de diversité sans avoir eu le temps
de partir de la base. Ça, c'est possible, mais elles ont encore tout le temps de corriger ça et d'impliquer leurs collaborateurs. Absolument, absolument. Donc vous êtes plutôt indulgent d'une certaine manière avec vos pairs, en fait. Ça ne sert à rien de condamner. Ce qu'il faut, c'est absolument, absolument. Absolument. Alors là, j'ai vu arriver Mariam Katab. Mariam, je ne vous vois pas, mais je vous ai vu arriver il y a quelques instants. Voilà, ça y est, vous levez la main, très bien. Alors, merci d'abord, bienvenue, merci infiniment de nous rejoindre. Je sais que votre emploi du temps est très chargé aujourd'hui et vous nous avez déjà accompagnés ce matin. Alors, Mariam a accepté de jouer, comment on a dit, Mariam, notre conscience, notre agitatrice de conscience. Voilà. Ouh là là. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont déjà présents et qui. Oui. Et justement, Mariam, moi, j'aurais bien aimé avoir votre point de vue. On a entendu les propos de Gaël Galland, qui est DGA au département de Seine-Saint-Denis, dont la collectivité est labellisée, de label. Pascal Bernard, dont on connaît tous et toutes l'implication forte dans ces domaines. Mais alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que, d'une part, vous êtes, comment dire, vous considérez que les entreprises progressent, on va dire, dans ce domaine pour être positif, il ne sert à rien de juger effectivement, et puis surtout, comment vous jugez, entre guillemets, comment vous évaluez, comment vous analysez les réalisations des entreprises publiques et privées en quelque sorte, vous qui avez un pied dans l'un et dans l'autre en fait, en matière de diversité. Est-ce qu'il y a un bon élève alors selon vous en fait? Oh là là. Oh là là, ouais. On me pose souvent la question, je n'arrive pas encore à répondre aujourd'hui, mais je pense que oui, il y a des progrès quand même. Je pense que depuis quelques années, on est quand même un certain nombre à parler du sujet, à travailler sur le sujet, à communiquer sur le sujet, à nous engager sur le sujet. Donc forcément, je veux dire, c'est un sujet, on ne peut plus passer à côté quand même. Donc on n'est plus dans le déni, ou alors vraiment c'est que on se met des œillères. Donc je pense que le progrès déjà c'est de sortir du déni, d'être sorti du déni, et puis quand même de se mettre un peu au travail. Après, est-ce qu'on y arrive? C'est une autre question. J'entendais tout à l'heure Pascal Bernard disait bah oui, faut y aller, faut maintenant passer aux actes. Je pense que oui, on est vraiment là, c'est qu'on est au moment aujourd'hui où tout le monde n'est pas encore passé à l'action. Donc on partage les constats, en plus maintenant on a quand même des testings, on a des outils, on a des rapports, on a des études, enfin honnêtement il y a quand même un certain nombre de données, de data qui circulent en ce moment et qui nous montrent qu'il y a encore une urgence à agir et que la question des discriminations n'est pas réglée et qu'il faut modifier nos pratiques. Alors maintenant, voilà, comment on passe à l'action? Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a encore, alors, public ou privé, hein, c'est vraiment public ou privé. Alors, peut-être que le public... Il y a encore, j'allais dire, peut-être encore du travail parce que peut-être que le sujet est arrivé plus tardivement. Cependant, il y a quand même, voilà, aujourd'hui, des entreprises qui ont signé des accords, signé des chartes, qui ont entamé les procédures de labellisation, certains ministères aussi d'ailleurs. Donc, ont quand même entamé des démarches qui, pour certaines, ont donné des actions, parce que sur certaines, bon ben voilà, travailler les questions de recrutement, ouvrir les recrutements, essayer de diversifier ces canaux, ce sont des actions qui sont visibles. Par contre, changer les processus en interne, modifier la manière d'organiser sa mobilité, d'organiser ses recrutements, de communiquer sur ses offres, etc. C'est plus long, ça se voit moins et ça demande à embarquer quand même un certain nombre de services, un certain nombre de collaborateurs et ça, c'est un travail qui est beaucoup plus long. Donc, on ne voit pas encore toujours les résultats. Et il y a aussi cette question de comment on fait pour mesurer, comment on fait pour savoir si on a avancé ou pas avancé sur le sujet. Sur certaines thématiques comme l'égalité homme-femme, ben on a des outils.
le handicap, sur la diversité sociale des origines, comment on fait. Donc c'est aussi des points comme celui-ci qui freinent aussi l'avancée sur la thématique diversité-inclusion. D'accord, d'accord. Alors j'aimerais bien poser la question à Gaëlle Galland pour rebondir d'ailleurs à la fois sur les propos de Mariam Khattab et rebondir sur ceux de Pascal Bernard. Comment est-ce qu'on embarque les équipes en fait? Parce que on en parlait avec Mariam, on en a parlé Gaëlle, la diversité, c'est peut-être pas si simple à gérer au sein des équipes parfois anciennes, qui ont des habitudes de travail, qui ont fonctionné un peu toujours de la même manière et qui voient arriver des femmes, des jeunes, des seniors, des personnes dites de la minorité visible et qui se disent je comprends plus, moi je parle plus comme eux en fait. Comment est-ce que une organisation, qu'elle soit publique ou privée d'ailleurs, peut embarquer tout le corps social dans cette politique de la diversité et de l'égalité? Effectivement, Monsieur Bernard disait, mais la diversité, c'est naturel. Peut-être pas sur tous les sujets, peut-être pas pour tout le monde. Non, je dis ça pour plaisanter. Pour moi, le sujet, c'est c'est vraiment que l'humain est par nature divers. Donc, avec une conception extrêmement large de la diversité, de toute façon, on en fait tous l'expérience, même si on a l'impression d'être des clones. Heureusement, on n'en est pas. Donc, vraiment, travaillons sur le sens. Et vraiment, je pense que la question de la qualité de vie au travail est le point central. C'est-à-dire que pour moi, un employeur qui public, qui s'adresse à ses agents avec des valeurs disant « vous êtes traités équitablement, indépendamment de tous les critères dont on a parlé, ça crée je vous disais tout à l'heure, un sentiment d'appartenance, une fierté qui est énorme. Ça infuse toutes les valeurs managériales, c'est pour ça que doit être adossé à un projet managérial exigeant. Alors, comme on se le disait, il peut y avoir des échecs. Du coup, c'est moins facile, j'ai envie de dire, que d'être dans des choses plus rationnelles et plus carrées. Donc, il faut formation, inscription dans le projet managérial, formation obligatoire à toutes les échelles. Il faut le répéter, que tous les nouveaux arrivants aient entendu les valeurs. C'est un travail très, très fort pour moi sur les valeurs et sur l'identité en tant qu'employeur. On a parlé du volet externe, mais en interne également. Donc, il faut une présence permanente sur ces sujets-là, une mise à l'agenda également au sein de la direction générale, et on en parlera peut-être tout à l'heure, un dialogue étroit avec les organisations syndicales et les représentants du personnel. Là, donc, tu devances ma question, Gaëlle, qui s'adresse aussi bien à Pascal Bernard. Alors, est-ce que les représentants du personnel, je sais qu'il y en a au moins un qui s'est inscrit à cette journée que je connais bien, sont des atouts, sont des alliés, en fait, dans ce secteur? Alors, oui, Pascal, moi je crois qu'ils ne sont ni des atouts, ni des ennemis, ni des alliés, ils sont des parties prenantes. Je crois qu'ils sont des partenaires. Et ils sont des acteurs à part entière de la politique de diversité. À partir du moment où on est tous d'accord pour dire qu'une politique de diversité, c'est d'intérêt public, ça concerne tout le monde. Quand vous améliorez un process en faveur des situations, pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à tel ou tel poste, l'amélioration de votre process, elle va profiter à tout le monde, que vous soyez ou pas en situation de handicap. Donc c'est d'intérêt public. À partir de là, les partenaires sociaux sont des acteurs essentiels. Ne pas les impliquer, je vois pas trop comment faire. Bien sûr. C'est bien la raison. Moi, un truc qui me fait un peu marrer, c'est que des prix de la diversité dans ce pays, il y en a à peu près 3 par jour. Bon, j'exagère, c'est peut-être 3 par semaine, où les entreprises publiques et privées s'autocongratulent, se décernent. Bon, c'est très bien, ça participe du mouvement de communication. Mais il n'y a quand même qu'un seul dispositif où les partenaires sociaux ont leur mot à dire, peuvent s'opposer, ont des avis, sont consultés, ils sont partie prenante, c'est le label diversité et d'ailleurs aussi le label égalité femmes-hommes, où ils siègent à la commission d'attribution ou pas du label. Donc je crois que ça devrait être la norme. Moi, ça me paraît vraiment une politique diversité qui n'associerait pas les représentants du personnel. Je me pose des questions quant à ça. Je me poserai quand même de sérieuses questions.
Quant à sa légitimité, peut-être pas, mais quant à sa soutenabilité, oui. Oui. Oui, en fait, engager, emmener les représentants du personnel, oui, c'est sûr. On ne peut pas faire sans eux, fort heureusement, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'eux-mêmes sont des acteurs à part entière, et je dirais, est-ce qu'ils poussent justement le sujet? Est-ce que, par exemple, Gaël, ils sont demandeurs de plus? Est-ce que, par exemple, l'obtention des labels, c'est quelque chose qu'ils jugent positivement? Est-ce que ça contribue justement à la qualité du dialogue social, d'avoir une politique d'égalité et de diversité aussi? Oui, indéniablement, pour répondre à ta dernière question, Anne, ça améliore la qualité du dialogue social parce que ça met à l'agenda social, si je peux le dire ça comme ça, des sujets sur lesquels je pense qu'on a un intérêt commun. Oui. Très clairement. Enfin, pour le dire un peu bref, nous, on est d'accord avec les représentants du personnel, pas sur tout, mais en tout cas sur ces sujets d'égalité professionnelle et de diversité. Du coup, on a un nombre imposé par les labels, mais également un peu historiquement au département, on a un nombre d'instances extrêmement importantes avec eux. Ils ont accès à énormément d'informations. Donc, c'est une mise à l'agenda régulière, j'ai envie de dire, qui est bénéfique pour tout le monde, qui est bénéfique évidemment pour les agents, qui est bénéfique pour le dialogue social. Après, si je peux mettre une petite modération, c'est que j'ai envie de dire qu'ils peuvent se saisir, ça dépend des organisations syndicales, mais de certaines thématiques plutôt que d'autres qui peuvent les intéresser prioritairement, soit sur la durée, soit à un moment donné. Ils vont vouloir qu'on mette le focus sur tel ou tel sujet. Moi, je crois quand même que côté DRH, nous, on est plutôt garant d'une forme de continuité. De mettre à l'agenda l'ensemble des sujets, d'avoir une cohérence sur la durée. C'est la seule modulation que je mettrai. Mais sinon c'est presque mes sujets les plus simples avec les représentants du personnel. Très bien, c'est plutôt rassurant en fait et portable. Alors, il y a une question qu'on a évoquée tout au long de cette journée, enfin plus ou moins directement d'ailleurs, qui est un peu la question compliquée. Je vois Aline sourire et je pense qu'elle a compris où on allait arriver, puisque nous avons travaillé ensemble sur cette table ronde, mais c'est sur les questions de la mesure. Alors, j'en ai discuté plus précisément avec Marianne Katab, dont j'ai oublié de dire qu'elle était directrice générale de Mosaïque RH. C'est important de la relier aussi à sa structure, même si elle existe aussi par elle-même, n'est-ce pas, Mariam? Elle a vécu avant Mosaïque. Elle a aussi une identité. Voilà, tout à fait. Et j'ai évoqué aussi cette question avec Pascal Bernard. Alors, j'aimerais bien vous entendre tous les deux. Mariam, peut-être d'abord, sur cette question de la mesure. On connaît tous les limites posées par le cadre législatif, qui pour certains est un frein, qui pour d'autres correspond parfaitement à la culture de notre pays, de l'égalité. Notamment, et donc qu'en pensez-vous et est-ce que ça pourrait être un levier supplémentaire selon vous pour progresser sur ce domaine dont vous dites que l'on avance d'ailleurs? Oui, écoutez, moi je pense que pour progresser, il faut savoir d'où on part et où on veut aller. Donc, je pense que beaucoup d'organisations travaillent sur la base de ce principe et que c'est important de savoir sur quoi on a besoin de progresser. Donc, pour savoir sur quoi on a besoin de progresser, il faut quand même pouvoir chiffrer, évaluer. Donc, on le fait sur certaines thématiques de la diversité. Oui. Naturellement, sur la question des femmes, sur la question du handicap. Alors, parce qu'il y a les obligations légales qui nous y obligent, mais aussi parce qu'on a les outils pour. Sur certaines thématiques, c'est plus difficile parce qu'on pense qu'on ne peut pas compter, qu'on ne peut pas chiffrer. C'est pas tout à fait exact parce qu'il existe quand même des méthodes qui sont on va dire, permises par la CNIL, recommandées par le défenseur des droits pour pouvoir quand même mesurer cette diversité socioculturelle. Vous avez quelques indicateurs que vous pouvez, qui sont publics et que vous pouvez identifier, savoir si quelqu'un a fait est issu de tel quartier politique de la ville. Vous avez des sites internet qui vous permettent de le savoir. Donc, vous pouvez quand même faire un certain nombre de
d'évaluation, de mesure sur ces thématiques-là. Oui, oui. Mais moi, je pense que c'est important quand même de le faire parce que sinon, on ne sait pas si on est représentatif ou non de la diversité et de toutes les composantes de notre société. Et puis ensuite, si on veut progresser, eh bien, on ne sait pas trop quelle est notre marge de progression. Donc, sur cette question de la mesure, on voit que ça peut freiner parce que ce qu'on voit, c'est que quand on pose la question aux organisations sur quelles thématiques elles ont le plus travaillé, c'est vrai que sur la question, par exemple, des origines socioculturelles, c'est souvent là où le bas blesse, c'est souvent le parent pauvre des politiques diversité parce qu'on ne sait pas trop mesurer, on ne sait pas trop évaluer, on ne sait pas trop comment faire et dans quelle direction chercher. Et donc, voilà, on ne travaille pas beaucoup sur le sujet. C'est pas moi qui le dis, c'est aussi le secrétariat de la Charte de la diversité qui, dans ses études, régulièrement pointe cette problématique. Donc, moi, je pense que si on trouve des moyens de mesurer davantage, de se fixer des objectifs de progression, ça peut être des démarches très structurantes pour faire avancer le sujet et notamment de le faire avancer avec une vision 360. D'accord. Donc, je synthétise, pour vous, il faut avancer sur ce sujet. En l'état, on pourrait aller un peu plus loin. Oui. Pascal Bernard. Oui, non, mais je pense que là, il faut qu'on puisse effectivement progresser vite là-dessus. Hein, je crois que et le fil de la question, j'ai un peu de réponse. Oui. Est-ce que sur la mesure, est-ce que vous êtes revenu avec nous? Je vous entends à nouveau. Et du coup, Anne, on peut peut-être compléter avec une question dans le chat. La publication en open data des données relatives à la diversité au sein des collectivités pourrait-elle, selon vous, concourir à sa diffusion, promotion, généralisation? Est-ce que l'open data peut nous aider là-dedans? Ou est-ce qu'on en a besoin ou finalement on a les données nécessaires, Gaëlle? Oui, j'ai du mal à voir ce qui est visé par la question. Moi, j'aurais envie de dire, par contre, plutôt que de l'open data, enfin pourquoi pas, peut-être je n'ai pas bien saisi la question, mais j'ai envie de dire, par contre, on a un intérêt dans les collectivités à être présent dans des endroits où on n'est pas là. On n'est pas là d'habitude, où on ne va pas recruter d'habitude, c'est-à-dire publier des annonces sur des endroits où on n'a pas l'habitude, faire des partenariats avec certaines écoles que connaît pas, enfin diversifier nos sources de recrutement, faire connaître les concours de la fonction publique également, peut-être nous avoir on a pas mal réfléchi à ça au département, des fiches de poste rédigées un peu moins administratives, fléchant moins de cadres d'emploi précis, enfin il y a tout j'aurais plutôt tendance mais ça répond pas exactement à votre question, mais en tout cas je pense qu'on a un sujet d'aller vers, pour prendre une expression à la mode, mais d'aller se montrer et faire connaître les métiers de la fonction publique et singulièrement de la fonction publique territoriale dans des lieux où on n'est pas connu. D'accord. Donc ça, il y aurait de la part de la fonction publique territoriale un déficit de communication et d'information vis-à-vis de collaborateurs, d'agents potentiels en fait. Oui, on a monté nous un certain nombre de partenariats avec des étudiants du territoire. Nos métiers sont assez méconnus. Je pense qu'on le constate tous les jours. Et donc voilà, donc ça contribue aussi de la notoriété des concours de la fonction publique, de la diversité des parcours qu'on peut offrir aussi, parce que c'est quand même des parcours extrêmement divers qu'on peut offrir dans nos collectivités. Enfin voilà, je pense qu'il y a tout à gagner, même au-delà des questions de diversité. Oui. Mariam, qu'en pensez-vous de cette proposition de Gaëlle? Oui, alors elle touche un point fondamental qui est l'accès à l'information. Oui. Ce qu'on peut voir, ce qu'on voit nous par exemple chez Mosaïque RH beaucoup, c'est qu'il y a une méconnaissance de certains secteurs d'activité, de certaines opportunités dans certains secteurs et notamment dans la fonction publique et les trois fonctions publiques. Donc forcément, il y a un enjeu énorme à porter l'information
à travers le plus de canaux possibles pour qu'elle soit accessible à ces candidats-là, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, Oui. qui, quand ils ont fait des études de marketing, ne pensent pas forcément à aller travailler dans une mairie, mais pensent tous à aller chez L'Oréal ou chez Total ou chez Coca. Enfin, voilà, sauf que il existe plein d'autres endroits où ils pourraient exercer avec talent le marketing, la communication ou même l'informatique. Donc, déjà, essayer de diversifier un maximum les canaux et ne pas juste restreindre à la diffusion des annonces à certains supports, c'est déjà, je trouve, un enjeu de taille, et ça peut faire rentrer davantage de candidatures, amener davantage de candidatures et plus diversifiées. Et puis oui, être présent là où vous n'êtes pas, à travers des événements, des forums, mais aussi dans les mairies. Je trouve que quand même ce sont des endroits assez emblématiques que tout le monde connaît, et notamment, normalement, tous les habitants savent où est la mairie. De pouvoir en profiter pour justement faire des événements emploi en dehors des périodes Covid, mais même voilà, sous format digital, ça peut se faire. Ça permet voilà, de diffuser les annonces et puis d'attirer peut-être des typologies de profils un peu différents de ce que vous avez l'habitude d'aller chercher. Et donc ça, on sait qu'il y a une inégalité d'accès à l'emploi qui vient aussi rajouter de la difficulté à ces personnes qui n'arrivent pas à accéder comme les autres au monde du travail. Très bien. Merci beaucoup. Alors, il y a une question, je pense, plutôt pour Gaëlle. Alors, je ne sais pas comment tu procèdes au sein du département de Seine-Saint-Denis. Comment incitez-vous concrètement les femmes à candidater sur les postes supérieurs? Là, je pense que Aline peut aussi apporter une réponse. Oui, parce qu'Aline, il y a eu deux ateliers, je crois, dans la journée. Oui, Aline Aline, si tu veux en dire deux mots. Aline a animé un sujet, donc Gaëlle à toi et Aline à vous ensuite. C'est un vrai sujet, je pense qui a été soulevé dans les ateliers. Je pense que c'est la question que j'évoquais rapidement tout à l'heure des viviers, en fait. Moi, je pense que ça ne se traite pas. J'ai envie de dire, au moment où l'annonce paraît et qu'il y a le poste, et puis de se dire, ah bah zut, qui est-ce qu'il faut qu'on aille chercher, en quelque sorte, en dernière minute. Pour moi, c'est un travail de fond sur l'aide au suivi des carrières et l'identification des potentiels, des potentiels de demain. Enfin, voilà, donc moi, c'est un travail de longue haleine. Donc, on a une équipe dédiée à ce sujet-là, qui touche d'ailleurs pas que, quand je dis ça, pas que les femmes entre Absolument. autres. Comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a d'autres publics qui peuvent s'auto-censurer sur certains types de postes. Voilà, donc je le dirais comme ça, je pense que ça ne se traite pas au pied du mur en quelque sorte. Ok. Aline, alors. Oui, pour prendre le relais suite à cet atelier, il y a beaucoup de choses qui ont émergé. Hein. Déjà, la première chose, c'est le constat. C'est vrai que les femmes candidatent moins facilement qu'un homme à compétences égales sur un poste. Donc, l'idée, c'est d'encourager. Ce qui ressortait, c'était aussi une démarche de la part des femmes elles-mêmes, c'est-à-dire de se dire, osons, oui, c'est pour nous, et de travailler aussi sur tout ce qui pourrait faire frein aux femmes, c'est-à-dire comment on travaille sur la conciliation vie privée, vie professionnelle, qui pourra bénéficier non seulement aux femmes, mais également aux hommes. C'est de travailler sur des réseaux aussi pour dire j'ai envie de le faire, mais j'ose pas, et donc je vais aller échanger avec une femme qui est en poste de management, enfin que je vise par exemple, qui va me donner des conseils, qui va me dire oser. Il y a une formation à l'INET qui s'appelle Femmes, oser la direction générale. Bon ben voilà, mais pas que la direction générale. Je pense qu'il faut, et puis je pense qu'il faut que les organisations en général accompagnent les femmes. À la région Île-de-France, pour avoir travaillé sur un label égalité, le fait de travailler sur des statistiques, de voir concrètement où on en est dans la répartition de hommes-femmes à tous les niveaux de la hiérarchie, parce qu'on voit bien que plus on monte, moins il y a de femmes, quoi. Donc on peut avoir pas mal de femmes encadrantes, mais c'est l'arbre qui peut cacher la forêt. C'est-à-dire si on regarde les statistiques au global, on peut se satisfaire. Et puis après, quand on regarde en détail, oui, il y a des choses un petit peu plus délicates à travailler.
Et à tout niveau, on peut aussi introduire des biais, mais inconsciemment. Par exemple, je prends les encadrantes dans les lycées, donc c'est du personnel ouvrier. Il y a beaucoup de femmes qui sont vers un peu plus de 60% des femmes ouvrières, qui font beaucoup de ménage, la cuisine, etc. Et après, quand on prend les postes d'encadrement, là, on a majoritairement des hommes. Pourquoi? Mais aussi parce que nous, il y a des choses qu'on n'a pas très bien travaillées, c'est-à-dire que quand on a des postes mixtes où il faut faire de la maintenance ou de l'entretien, on valorise la compétence maintenance, donc une compétence masculine. Et voilà, et on s'est dit, non, il faut qu'on accompagne les femmes, pour qu'elles osent, pour qu'elles aient le bagage de management, et puis qu'on leur donne un vernis technique pour qu'elles aient la légitimité pour occuper ces postes. Mais ça, si on ne regarde pas précisément les données, on s'en rend pas compte en fait. Donc voilà, donc à tout niveau, c'est aussi un accompagnement. Et puis je pense que les réseaux aussi, je suis assez convaincue qu'ils peuvent aider les femmes à échanger, à se poser des questions et puis finalement à faire le pas, quoi. Très bien, très bien, très bien. Merci pour ces dernières paroles très engagées sur la cause des femmes et des hommes d'une manière générale. Nous allons donc clôturer cette table ronde qui est la dernière session de notre journée avec effectivement 2 DRH très engagés, Gaëlle Galland au département de Seine-Saint-Denis, Pascal Bernard qui a eu des petits problèmes de connexion au ministère sociaux et qui, je pense, sont susceptibles, sinon d'être exemplaires, au moins par leur action d'ouvrir la voie, de montrer que c'est possible, que effectivement c'est difficile, c'est parfois peut-être un peu conflictuel, mais que la mise en place de la diversité, de l'égalité peut tout à fait être transposée, infiltrer l'ensemble des dispositifs RH, mais effectivement ça demande du travail, de la concertation, de l'engagement, de la communication, de la formation et des sensibilisations et de répéter. La pédagogie, c'est l'art de la répétition, n'est-ce pas? Donc effectivement, faire preuve de pédagogie sur ce sujet. Mesdames, je vous remercie infiniment. Monsieur Bernard aussi, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir tous et toutes. Merci Aline. Et je vous propose de laisser la parole à Mathilde qui va boucler cette journée. Mathilde, à vous. Merci à Anne pour ces mots et puis merci à mon tour aussi. Je vous remercie vous, les intervenantes et intervenants, pour cette séquence très riche comme toute la journée. Je ne vais pas conclure et faire de synthèse en fait. Je crois que ça serait trop posé de ma part. Ce que je retiens, c'est d'abord une journée où on est tous d'accord sur le fait qu'il faut s'impliquer et s'impliquer toujours plus, que c'est pas facile comme vous l'avez dit, mais qu'il y a de belles perspectives en matière de diversité et d'inclusion. Et on voit bien le rôle des DRH dans toute cette affaire, du management aussi et du dialogue social comme vous l'avez souligné. Je pense aussi à l'importance des petites actions, des petits signes du quotidien. Ça, je l'ai retrouvé tout au long de la journée, qui comptent aussi beaucoup. Alors, je remercie l'ensemble des participants et participantes qui nous ont accompagnés aujourd'hui pour leurs questions aussi tout au long de la journée. Les éléments seront accessibles en replay sur notre site internet de l'Asso des DRH des grandes collectivités. Merci aussi aux partenaires Edenred, GMF, la CASDEN, Microsoft, la MNT et AVK. Il y aura un livret de la journée digital, numérisé, qui sera accessible assez rapidement. Donc l'association des DRH, ça fait longtemps qu'elle y travaille, continuera à travailler sur le sujet. Là, on a vu que notamment la question de la mesure, ça pouvait être aussi un sujet qu'il faut qu'on continue à creuser avec plusieurs des acteurs qui sont aujourd'hui avec nous. Je suis contente qu'on ait fait cette journée puisque c'est un sujet qui n'avait pas été traité jusqu'alors. Voilà, donc c'est
une grande fierté. Et je remercie donc plus précisément Anne Grillon et Aline Ridé, puisque sans vous, on n'aurait pas pu faire cette journée. Donc, ma dernière frustration, encore une fois, c'est de ne pouvoir applaudir personne. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos travaux, en vrai ou à distance. Enfin, en tout cas, l'essentiel, c'est qu'on soit ensemble pour avancer encore sur les valeurs qui nous tiennent à cœur. À bientôt. Merci. Merci.